Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 4 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour des capacités nucléaires de la Corée du Nord, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Alors on va dire que l'épisode du jour s'intitulera assez logiquement rentrée nucléaire. Oui, c'est la rentrée pour les collégiens, les lycéens, les écoliers, et on va dire, grosso modo, pour la plupart des professionnels, mais on va reprendre aujourd'hui à petite allure, tranquillement, puisque Wall Street sera fermé pour cause de Labor Day, c'est-à-dire la fête du travail, c'est le premier lundi de septembre, donc ça tombe aujourd'hui, pile poil, avec la rentrée scolaire en France. Le week-end a été ponctué par cet essai nucléaire nord-coréen, d'un genre nouveau, puisque là on n'est plus sur de la vulgaire bombe à de bidouilleurs au fond d'un garage ou au fond d'un souterrain bétonné. Là on rentre clairement dans la haute technologie avec la détonation d'une bombe H, bombe à hydrogène, qui présente l'avantage de pouvoir être miniaturisée, contrairement à la bombe A. Miniaturisé signifie donc qu'il peut être placé sous la coiffe d'un missile. Et voilà que les rumeurs disent que la Corée du Nord préparerait un nouvel essai, un nouveau tir de missile. Le précédent est passé au-dessus du territoire, enfin des terres émergées japonaises, donnant lieu à une alerte missile. Cette fois-ci, ce missile pourrait très bien être équipé d'une tête nucléaire, et si jamais la Corée du Nord en envoie un au-dessus du territoire du Japon, nous ne sommes peut-être pas très loin d'un apocalypse nucléaire. Alors rassurez-vous, il n'y a que Pyongyang qui prendra, mais on ne va pas aller vérifier si la Corée du Nord tire un missile, qu'il y a bien un missile, il y a bien une charge nucléaire ou pas sous la coiffe. On supposera que c'est un acte de guerre et a priori la riposte sera, comme dirait M. Trump, d'une brutalité jamais vue. Et il n'est pas sûr que Pékin ait grand-chose à redire, car si la Corée du Nord tirait un missile au-dessus de Hong Kong ou de Chengdu, on peut dire que la Chine serait considérée comme légitimement autorisée à se défendre, voire à éteindre la menace. Pour l'instant, les États-Unis semblent choisir une autre voie, en tout cas, tant qu'on n'a pas un nouveau tir de missile nord-coréen, qui serait de couper les relations commerciales avec ceux qui commercent avec la Corée du Nord. Alors là, on rigole parce que, en fait, 90% des échanges extérieurs de la Corée du Nord se font avec la Chine. Il y a 2% avec l'Inde, 1% avec le Bangladesh. Je crois qu'il y a aussi 1% avec le Japon, mais j'en suis pas très sûr. Et puis il doit bien y avoir aussi un petit quelque chose avec la Russie, puisque les moteurs des missiles coréens seraient une technologie effectivement russe, alors des années 60, mais qui a fait ses preuves, hein, tout comme les Soyouz, c'est rustique, mais ça marche et c'est tout ce qu'on leur demande. Alors, est-ce qu'on n'assiste pas à une partie de billard à 3 bandes où finalement les États-Unis ont retrouvé un excellent prétexte de ralentir les échanges avec la Chine et puis surtout peut-être de réduire un petit peu ses déficits commerciaux, et peut-être que si la Chine le prend mal, les États-Unis pourraient aussi dire puisque vous êtes complice de terroristes nord-coréens, eh bien nous n'allons plus vous rembourser ou plus vous payer les intérêts sur la dette parce qu'on ne va pas financer des terroristes ou les sponsors du terrorisme. Autrement dit, l'automne pourrait être assez agité sur le plan géopolitique, et si jamais les choses se calmaient entre la Corée du Nord et Pékin, de toute façon, elles sont en train de s'envenimer entre Washington et Moscou, avec l'évacuation des consulats russes en Californie. Il s'agit d'une mesure purement vexatoire. Alors on sait bien que la Russie et les États-Unis ne seront jamais les meilleurs amis du monde, mais on se demande aujourd'hui qui peut être le meilleur ami du monde des États-Unis, qui espionne tout le monde, ses ennemis, et peut-être de façon encore plus
étroite et active ses propres amis et les entreprises issues justement des pays alliés. Donc, les néoconservateurs semblent avoir remporté la partie sur la Maison-Blanche, qui voulait l'apaisement, qui voulait même instaurer une forme de coopération plus confiante avec Moscou. Les néoconservateurs semblent donc triompher. Alors, est-ce que le Congrès va également finir d'éteindre toutes les velléités de réforme de Donald Trump? Il a parlé à nouveau d'allègements fiscaux. Non seulement c'est pas le moment de le faire parce que les déficits américains sont au zénith historique, et puis en plus de ça, ce n'est pas une demande très forte de la part des entreprises, à l'exception peut-être d'une seule, qui est Apple, qui a maintenant pas loin de 200 milliards de dollars d'argent qui a échappé à l'impôt, donc c'est de l'évasion fiscale pure et simple. Apple pourrait rapatrier de l'argent vers les États-Unis si jamais ce rapatriement bénéficiait d'une sorte d'amnistie fiscale, par exemple un impôt à 15% qui serait comparable à l'impôt sur les plus-values, qui serait donc extrêmement incitatif pour rapatrier de l'argent aux États-Unis. Mais de l'argent, pourquoi en faire? Car on le voit guère aujourd'hui, ce qu'Apple peut faire de sa trésorerie, à part la distribuer à ses actionnaire, il n'y a aucune autre entreprise qu'elle puisse racheter qui lui apporterait de la rentabilité. Ça ne ferait que la dégrader. Et si jamais Apple devait se diversifier, on se demande bien dans quoi. Il n'y a pas plus rentable qu'un iPhone, et surtout un iPhone 8 qui, d'après les rumeurs, devrait être vendu 1 000 €. On espère que pour ce prix, on pourra encore téléphoner avec. Donc, le contexte géopolitique aujourd'hui, il est tendu, mais quand on regarde la réaction de Tokyo ce matin qui perd 0,9% après un 25% de gain la semaine dernière, ou quand on voit le CAC 40 qui repère 0,5% après avoir gagné 0,5% la semaine dernière, on se dit que, en fait, tout le monde s'attend à ce que le nuage d'orage tourne tout simplement en orage sec et en coup de vent, et le soleil économique brillera de nouveau fortement à l'automne. Pas forcément pour les États-Unis, nous le répétons. Après les chiffres du chômage publiés vendredi, on peut bien se demander quand même quelle est la réalité de la vigueur de la croissance américaine. Et avec la chute du dollar, on peut se demander si les 3e et 4e trimestres 2017 permettront aux entreprises de poursuivre la croissance et l'expansion de leurs profits comme au premier semestre, puisqu'on a réalisé pratiquement en un semestre l'intégralité, où on a égalé le montant des profits engrangés sur l'ensemble de l'année 2016. Je termine là-dessus. Des profits mirobolants, historiques, et des salaires qui stagnent chez les cadres. Ne parlons même pas des salariés ordinaires. Autrement dit, les entreprises gagnent de l'argent, et le partage est le suivant: 80% pour les actionnaires, 20% pour les dirigeants de l'entreprise et 0 pour les autres salariés.